qu'on va donc parler un petit peu de physique hadronique. Donc, qu'est-ce que la physique hadronique? C'est une partie de la physique des particules. La physique des particules, c'est cette branche de la science qui a été développée un peu avec l'avènement des accélérateurs de particules. Donc, particules qu'on accélère. Alors, quel type de particules on peut accélérer? Bon, vous connaissez par exemple les électrons, les protons, tout le monde connaît. Vous connaissez aussi les ions lourds tels que le plomb ou l'or. Alors, vous êtes peut-être un peu moins familier avec les pions et les kaons. Ce sont des particules qui ont une durée de vie de l'ordre de 10-6 secondes, qu'on produit dans d'autres réactions, et puis qu'on peut collecter en faisceau, et puis qu'on peut encore accélérer. Alors 10-6 secondes, c'est relativement stable en fait. Donc on peut accélérer ça sur des centaines, voire des kilomètres. Alors les muons, ce sont des sortes de gros électrons. Et bien sûr, on peut aussi accélérer en fait les antiparticules, donc les anti-électrons, les antiprotons. Alors toutes ces particules là qu'on peut accélérer ont en fait en commun qu'elles sont chargées, évidemment. Vous savez bien que les particules chargées, avec un champ électrique, on peut les accélérer linéairement, et puis avec un champ magnétique, on peut les faire tourner. Donc en composant ces deux-là, on peut faire un peu ce qu'on veut, quoi. Alors, donc on peut donc les accélérer et faire collisionner entre eux ces particules, et voir un peu le résultat qu'on obtient. Alors on a deux grands types d'expériences. On va avoir les expériences à cible fixe. Donc typiquement, on va prendre par exemple une capsule d'hydrogène, une trentaine de centimètres, comme ça, tout fin, et on va faire passer le faisceau dedans pour voir un peu ce qui se passe. Ou alors, on peut accélérer comme ça deux faisceaux qu'on va se faire se rencontrer. Alors, par exemple, on peut faire des faisceaux avec donc, des électrons et des anti-électrons, ou alors des particules hadroniques, donc je dirais ce que c'est, donc par exemple des protons. Alors ici, vous voyez que j'ai dit que je mets que les réactions qu'on fait avec des électrons sont plus propres que par exemple celles qu'on va faire avec des protons. Les protons, typiquement, on verra, donc, sont composés d'autres particules. Donc vous imaginez bien, quand vous collisionnez des particules qui sont composées elles-mêmes d'autres choses plus petites, c'est donc beaucoup plus difficile à comprendre. Par contre, les protons sont beaucoup plus lourds en fait que les électrons. Donc typiquement, c'est plus facile quand on a un niveau technologique de créer des énergies plus hautes avec des protons. Donc on va dire, en général, quand vous regardez un peu l'histoire de la physique des particules, on va découvrir des choses avec des machines hadroniques, des protons, et puis après, une fois qu'on a découvert ces particules, donc typiquement par exemple le boson de Brauth-Hengler-X qu'on a découvert l'année passée, on va après, une fois qu'on sait où elles sont, on va pouvoir développer une machine leptonique, typiquement pour l'étudier, parce que là on sait où elle est, et donc ce sont des réactions plus propres. Voilà. Alors on fait ça où? Donc là, j'en ai mis quelques exemples d'expériences que je connais. Il y en a beaucoup d'autres. Donc il y en a un peu aux États-Unis, en Europe et bien sûr en Asie. Alors aux États-Unis, vous voyez que par exemple, là vous avez un peu tout le spectre de collisions qu'on peut faire. Donc vous avez aussi des collisionneurs leptoniques. Vous avez aussi bien des cibles fixes, comme au Jefferson Lab, ou très bien des ions lourds. Alors le Tevatron, je l'ai mis, mais il vient malheureusement juste de fermer. En Europe, vous avez bien sûr le CERN, que vous avez sûrement entendu parler, évidemment. Il y a aussi plusieurs expériences en Allemagne et en Italie. Je ne parlerai pas de tout, évidemment, de tout cela. Alors, voilà. Alors en Chine, il y a aussi, en Chine, au Japon et en Russie, il y a aussi d'autres expériences de physique hadronique, mais je ne parlerai pas de tout ça. Alors bon, quand on fait des expériences en physique des particules, toujours bon de savoir un peu dans quel domaine on se situe, quoi. Donc vous êtes physicien, vous savez bien qu'en fait on ne va pas appliquer la même chose suivant que les choses sont petites ou grandes, ou sinon qu'elles vont vite ou qu'elles sont rapides. Donc ça c'est aussi tout le travail du physicien, de savoir quelle théorie est appropriée. Donc vous connaissez bien par exemple la mécanique classique, donc avec Newton que vous apprenez en secondaire. Puis donc en bac, vous avez donc par exemple ici j'ai mis Schrödinger avec la mécanique quantique ou la relativité restreinte que vous voyez en bac. En master, vous aurez sans doute peut-être des cours de théorie des champs. Si j'ai mis donc les développeurs, par exemple Feynman et puis Weinberg ici. Alors Weinberg par exemple, c'était le papa de ce qu'on appelle le modèle standard. Le modèle standard en physique des particules. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc ici, c'est vraiment les briques élémentaires qui composent un peu le monde, tel qu'on le connaît actuellement.
Donc vous avez la matière, donc composée de quarks et de leptons, donc typiquement l'électron, puis on verra les quarks, on verra un peu d'où ça vient. Les forces, donc qui sont les médiatrices un peu des interactions, telles que le photon, c'est la médiatrice de l'interaction électromagnétique, que vous connaissez bien. Et puis bien sûr, tout ceci en fait interagit avec la particule qu'on vient de découvrir, donc le boson de Brod-Angler-X. Donc ici vous voyez donc, une ligne, ça veut dire interagit avec. Donc alors, vous savez bien quand vous prenez la matière ordinaire, donc vous avez les électrons ici, puis vous avez le noyau. Alors dans le noyau vous avez les protons, les neutrons, et puis dans les protons et les neutrons, maintenant on sait qu'ils sont plus élémentaires. Il y a à l'intérieur il y a ce qu'on appelle les quarks. Alors, on va justement revenir un peu là-dessus. Oh, partons, ouais. Donc voilà, ici. Donc, en fait, tout ce qui est composé de quarks et les gluons c'est la particule qui véhicule en fait l'interaction entre les quarks. Toute cette force ici s'appelle la force nucléaire, la force d'interaction forte. Eh bien, les hadrons, donc on va parler un peu. Les hadrons, c'est tout ce qui concerne un peu donc, cette force, donc les quarks et les gluons. Alors je vous le dis, donc les quarks, ils sont à l'intérieur des protons et des neutrons. Ou alors, évidemment, la question qu'on se pose, c'est comment on est arrivé à cette conclusion-là. Comment on peut savoir qu'à l'intérieur, il y a des objets qu'on ne voit même pas isolément. Alors, pour ça, il faut revenir au début. Donc ça, je parle de ça, donc c'était un demi-siècle, à peu près 50 ans. Donc les physiciens se sont dit, bon, je peux arracher des électrons à un atome, je peux faire un faisceau avec ces électrons, et je vais prendre une cible, typiquement de l'hydrogène, et je vais voir ce qui se passe quand je collisionne un peu mes électrons avec ma cible d'hydrogène. Donc l'électron, évidemment, interagit par interaction électromagnétique avec le proton, donc tous les deux une charge. Hein. Et alors, on va regarder, par exemple, un état final bien donné. Donc ici, un proton et un pion, qui est une particule qu'on va bien identifier. Et donc, on peut regarder, donc il se passe énormément de choses quand on collisionne un électron et un proton. On va regarder un état final bien spécifique. Et là, on va juste noter, on va faire varier l'énergie. Donc ici, vous avez l'énergie qui varie. On fait varier l'énergie et on regarde le nombre d'événements qu'on a dans cet état final-là en fonction de l'énergie. Et on obtient donc on obtient les points bleus ici. Et on peut regarder ça pour différents états finaux. Donc ici, vous avez des pions qui sont chargés. Vous pouvez avoir une cible de protons. Ou si vous mettez du deutérium, vous pouvez avoir une cible de neutrons. Deutérium est composé de protons et de neutrons. Alors, voilà, on observe des structures comme ça. Alors, qui dit structure, en fait, si vous voyez qu'il y a plus d'événements qui se produisent justement à une énergie bien spécifique, c'est justement, on verra pourquoi qu'il y a eu production d'une résonance, en fait, qui ne vit pas très longtemps, mais donc elle va se manifester, en fait, par justement l'apparition d'une structure. Alors, j'expliquerai plus tard, mais on verra que ce n'est pas toujours le cas, et que toutes les structures ne sont pas des résonances. Enfin, ici, c'est un exemple d'école. Alors, la première chose qu'on observe, c'est que même pour différents états finaux, ou pour différentes réactions, on observe une structure qui apparaît à la même énergie. Alors ça, c'est quelque chose de surprenant. On se dit, tiens, il y a quand même quelque chose de similaire dans des choses différentes. Donc on se dit peut-être qu'en fait, il y a quelque chose de caché derrière. Il y a sûrement une symétrie, en fait, qui est cachée derrière tout ça. Alors, on peut évidemment reprendre ces pions et on va en faire des faisceaux et faire d'autres expériences avec. On peut également prendre des kaons, qui sont une autre sorte de particule, qui est relativement stable aussi, hein, donc du 10-6 toujours, seconde. Et alors, on peut faire des expériences comme ça, et alors on va relever, on va collectionner un peu toutes les structures qu'on observe, et on va les classer un peu par leurs propriétés. Alors, quelles propriétés ont-ils ? Premièrement, il y a le spin. Donc, je notais J ici. C'est typiquement, en fait, ça c'est la distribution angulaire des états finaux. Donc, suivant qui sont plus dans la direction avant ou derrière, ils vont avoir des spins différents. Donc, on fait une analyse angulaire et on peut déterminer ça. Alors, la symétrie que je parlais avant, la première symétrie, donc c'est une symétrie d'isospin. Donc, donc, on la voit comme ça. Donc, il y a vraiment des schémas en fait similaires qui apparaissent. Et alors, quand on fait des expériences avec des kaons, il y a une autre symétrie qui apparaît qui s'appelle l'étrangeté, parce que c'était étrange à l'époque. Alors, voilà ce qu'on observe pour les baryons. On se dit, tiens, on regarde un peu là où on voit des structures apparaître, suivant les nombres quantiques. Et on a ce schéma-là qui apparaît. Bon, ouais. Alors, pourquoi celui-là ? Toujours dit à l'époque, donc là, on est fin des années 50, début des années 60, on ne sait pas trop en fait.
On fait la même chose pour les maisons. Donc les maisons, c'est typiquement les pions ou les choses comme ça. Et on obtient un schéma, en fait, qui est un peu l'inverse. Hein. Vous voyez que c'est un peu le négatif de celui-là. Bon. Et alors, les noms, en fait, les noms étaient donnés, en fait, un peu comme ça, quoi. Donc, chacun qui découvrait une particule pouvait donner son nom. Et à l'époque, en fait, c'était juste une collection, comme ça, sans vraiment schéma un peu apparent. Donc. Alors, puis est arrivé quelqu'un, Gell-Mann, qui s'est dit, tiens, moi, je vais prendre justement toutes les résonances qui ont un spin bien défini, et je vais les regarder en fonction de leur masse. Et donc, vous voyez qu'ici, donc, je les ai mis, il s'est dit, tiens, en fait, quand je les classe par étrangeté, la masse augmente. Très bien. Elle a l'air d'augmenter d'à peu près de la même chose, hein, quand je passe d'ici à là ou de là à ici. Et, alors, bon, il y avait, suivant l'étrangeté, des fois, il y avait 2, des fois 1, des fois 3 particules qui avaient la même masse. Pourquoi, comment et alors, il a fait la même chose avec les spins 3,5. Et lui, qui connaissait bien les mathématiques, il s'est dit, tiens, en fait, il y a une symétrie sous-jacente à ça. Il y a un groupe plus grand, en fait, qui permet d'expliquer ça. Donc il s'est dit, tiens, il y a une symétrie d'ordre 3 qui en fait, peut expliquer ce schéma-là. Hein. Et son idée, c'est de dire, ben bon, en fait, ça juste explique. Et la chose qui est bien, c'est que si mon schéma est correct, eh ben en fait, il devrait avoir une 10e particule ici. Donc ici, on avait 9. Il devrait en avoir une 10e particule. Et lui se dit, voilà, il va publier, il se dit, voilà, j'observe ceci, c'est en analogie avec une certaine symétrie d'ordre 3, et si mon schéma est bon, ben, on pourrait repérer un baryon qui s'appelle le oméga, à une masse de plus ou moins celle-là, d'étrangeté -3, de charge une fois négative. Donc il a prédit comme ça un peu toutes ces caractéristiques de cette particule. Donc les expérimentateurs se sont dit, bon, on va la chercher alors, cette particule, et ils l'ont évidemment trouvée, donc quelques années plus tard, donc il a reçu le prix Nobel, et ce modèle maintenant s'appelle le modèle en quark. Alors on va voir un peu ce que ça veut dire. Donc lui, c'est après des années en fait d'interprétation un peu, qui était d'abord à la base un schéma mathématique, ils se sont dit, ben, en fait peut-être que ça représente en fait, des particules sous-jacentes qui a à l'intérieur des baryons, donc des protons, des neutrons. On s'est dit, ben, peut-être qu'en fait, il y en avait 3 à l'époque, donc il y en avait 3, donc il y avait le up, le down, le strange. Et en fait, avec ces 3 particules-là, on pouvait représenter un peu tout ce schéma-là. Après, maintenant, après quelques décennies, on a repéré, maintenant, il y a 6 quarks. Donc le dernier quark, le quark top, en fait, a été identifié seulement il y a en 95. Donc, vous voyez que c'est quand même relativement récent. Et alors, ce modèle en quark permet d'expliquer un peu le schéma et les nombres quantiques observés pour les baryons et les mésons. Donc typiquement, on représente un baryon par 3 quarks et un méson par un quark, un antiquark. Alors il faut bien faire attention, donc ici on parle de nombres quantiques. En fait, j'aurai certainement pas le temps d'en venir, mais normalement, si vous voulez regarder vraiment ce qu'il y a à l'intérieur du proton, le nombre de quarks que vous allez voir, en fait, dépend de la sonde, de l'énergie avec la sonde que vous allez observer. Mais je n'aurai sûrement pas le temps d'en parler. Alors, donc voilà. Alors pourquoi il y avait une différence de masse? Ben, c'est parce qu'en fait, on pouvait grosso modo comprendre ça, parce qu'on remplaçait un quark qui était plus léger par un quark plus lourd, donc la boule verte, et, etc. Alors il y a le même schéma qui apparaît aussi pour les mésons. Donc comme j'ai dit, un quark, un antiquark. Donc à partir de ce moment-là, les gens se sont dit, très bien, s'il y a des quarks, il y a une symétrie sous-jacente, symétrie d'ordre 3, les gens appelaient ça la couleur en fait, cette symétrie-là. Parce que seulement les objets qui avaient une certaine propriété, qu'on appelait blanche, pouvaient être observés, et ça ressemblait très fort à un mélange de couleurs. Donc, alors une fois qu'on a eu en fait l'interaction, qui dit interaction, dit maintenant on peut un peu formaliser ça. Donc on était à l'époque là, on était juste à une constatation, en disant tiens, il y a un schéma qu'on peut produire avec des constatations de théorie des groupes, on va essayer d'un peu de formaliser, c'est un peu comme l'électromagnétisme. Et alors, donc les gens ont établi un peu en 73 un peu ce Lagrangien, à partir duquel on dérive les équations du mouvement, tout ça, donc on peut faire des calculs plus précis, la théorie. Et donc le schéma qui apparaît maintenant, c'est donc avec 6 quarks, hein, donc comme j'ai dit, le dernier découvert il y a récemment. Et évidemment, à partir du moment où il y a des quarks, qu'il y a une interaction, eh ben, il faut donc qu'il y ait un vecteur de cette interaction. Donc en fait, la théorie là, du coup là maintenant, elle prédit aussi une nouvelle particule qui est le gluon.
Alors à l'époque, vous vous rendez bien compte que les physiciens se sont dit, ouais mais bon, déjà là, tes quarks en fait, ils sont confinés, on les voit pas, et là en plus tu es en train de me dire qu'il faut un gluon en plus. Et comment je peux faire pour savoir, pour s'il y a vraiment, comment je pourrais avoir comme ça des constatations empiriques du gluon, quoi. Comment je pourrais faire? Alors on a eu ça en fait, il y avait une belle prédiction qui a été vérifiée. Il dit on va prendre par exemple un électron, des faisceaux d'électrons et d'antiélectrons, on va les collisionner comme ça. Donc ils interagissent, produisent donc, par interaction électromagnétique, donc un photon. Et puis ce photon virtuel va sans doute se désintégrer comme ça, par exemple, en une paire de quarks-antiquarks. Alors le quark-antiquark, ça va créer quoi? Ça va créer deux faisceaux de jets dans deux directions opposées du détecteur. Donc vous imaginez bien, donc on a les deux faisceaux qui arrivent, donc en fait on est vraiment dans l'ensemble de masse, et puis donc on a donc deux jets qui partent, deux jets de particules qui partent dans des directions opposées. C'est ce qui est représenté ici. Donc vous avez plus, donc les clichés datent de fin des années 70. Hein. Donc ici on arrive et on voit qu'il y a vraiment deux jets de particules qui sont produits. Et les gens se sont dit, bah oui, c'est en fait c'est deux jets qui ont été initiés par une paire de quarks. Très bien. Mais évidemment, les quarks doivent arriver par paire, puisque à partir d'un photon, pour conservation des nombres quantiques, tout ça, il faut donc que chaque quark soit associé à un antiquark. Donc on peut voir deux jets, on peut voir 4 jets, 6 jets, mais il paraît qu'en fait, si le gluon existe, eh bien, on pourra observer 3 jets. Donc l'observation un peu de ce 3 jet événement, comme il a été appelé, c'était un peu la manifestation du gluon. Donc on s'est dit, là les gens se sont dit, ah ouais, là en fait, en effet, quoi. Là, là c'est vraiment une prédiction, une autre prédiction de la théorie, et en plus évidemment on pouvait faire des calculs, vérifier que en fait les données correspondaient bien avec la chromodynamique quantique, donc la théorie de couleur. Donc ça c'était aussi une autre vérification. Alors il y a une autre vérification, par exemple du nombre de quarks. Donc c'est assez facile. Donc vous prenez un peu, donc j'ai dit vous prenez le E plus E-, là ici, qui va se désintégrer en hadron. Et puis vous faites exactement la même expérience, mais vous regardez un autre état final. Hein, donc vous regardez une paire de muons. Et en fait, vous voyez bien que ces deux schémas là ici sont vraiment, grosso modo, en fait, pratiquement identiques, à part en fait l'état final ici. Donc quand on va diviser le nombre d'événements observés pour un état hadronique par un nombre d'événements, le nombre d'événements divisé par la paire muonique, en fait on va un peu soustraire un peu toute la partie commune, quoi. Donc toute cette partie ici, la partie là, elle est commune à ça. Et donc on se rend compte qu'on a juste un nombre. Donc ce rapport en fait de nombre d'événements ne va dépendre que du nombre de couleurs, donc du nombre de couleurs de quarks, le nombre de quarks, et de leur charge électrique. Donc vous voyez que c'est juste une constante qui ne dépend pas de l'énergie. Alors on mesure très facilement ça, et on regarde bien que c'est une constante. Donc en fait vous voyez que c'est une fonction par palier. Donc à chaque nouveau palier, c'est parce qu'en fait à chaque énergie correspond en fait à la production d'un nouveau quark. Donc si vous êtes à une énergie fixée, bien évidemment il n'y a qu'un certain nombre de quarks qu'on peut produire parce que les autres sont trop lourds. Et vous voyez qu'en fait à chaque fois qu'on passe un seuil, hop, on a un palier, quoi. On a relativement un palier. Et en fait le dernier quark est ici quelque part. On ne le voit pas sur le schéma. Et donc c'était une autre en fait, vérification expérimentale que la théorie a bien en fait 3 couleurs. Et ici sur le schéma 5, il y en a une 6e derrière. Très bien. Alors voilà. Donc là on est maintenant on a les équations. Elles ont été vérifiées, elles ont eu des vérifications expérimentales. On se dit, bon, maintenant, est-ce qu'on peut un peu faire des résultats? Est-ce qu'on peut calculer facilement certaines quantités? Donc, des quantités expérimentales qu'on aimerait bien mesurer, on aimerait bien les calculer de façon théorique, justement, avec ces équations. Alors, c'est très difficile, parce que c'est des équations qui ne sont pas linéaires, et donc très difficiles à résoudre, parce que typiquement, en fait, vous verrez dans vos études, les techniques qu'on utilise énormément, en fait, dans toutes les branches de la physique, c'est la théorie des perturbations, des séries de Taylor et tout ça. Et ici, en fait, c'est pas applicable, en fait. Donc, mais les gens se sont dit, tiens, on peut éventuellement, en fait, résoudre ces équations de manière discrète. Donc, on va faire des simulations numériques. On va résoudre ça, en fait, sur un maillage d'espace-temps. Et on va pouvoir essayer d'obtenir un peu, on va pouvoir calculer toutes sortes de quantités associées à cette interaction. Alors, la première chose que les gens se sont dit, ils se sont dit, ouais, mais bon,
nous, on aimerait bien un peu calculer un peu le potentiel de couleur, quoi, parce que on connaît bien le potentiel électromagnétique, hein, vous savez bien, vous prenez des chars, voilà, ça va un sur R, vous avez les lignes de champ, la limaille de fer, tout ça, ça vous connaissez bien. On s'est dit, ouais, mais maintenant, on aimerait bien voir un peu que la représentation du champ de couleur, pour justement voir un peu si on ne peut pas comprendre pourquoi ces quarks, ils sont enfermés dans des hadrons, quoi, des mesons et des baryons. Alors, voilà le résultat. Donc ici, on a pris 3 sources de type quark, mais statiques, hein, donc ils sont fixes. On s'est dit, on va calculer, et là ici, il y en a 2, et on se dit, bon, on va calculer un peu le champ de couleur. Donc je vous dis, ça c'est l'analogue du champ électromagnétique, donc avec les limailles de fer que vous connaissez bien, hein, qui va partout. Et là, vous voyez qu'en fait, le champ de couleur, il est concentré en fait en 2 régions. Et ceci explique un peu pourquoi les quarks sont confinés, parce que ce champ de couleur a une certaine énergie. Et donc, quand vous essayez de séparer 2 quarks, en fait, l'énergie augmente avec la distance, ce qui fait qu'à un certain moment, au lieu de se briser, il y a assez d'énergie, donc l'énergie que vous fournissez pour retirer les quarks va se métamorphoser en fait en une paire anti-quark, quark-anti-quark, et donc à la fin en fait vous n'allez pas obtenir 2 quarks séparés, vous allez obtenir 2 mesons. Donc ceci c'est un peu l'explication, un peu si vous voulez, de pourquoi les quarks sont confinés, pourquoi on ne les voit pas. Alors, à partir des simulations numériques, les gens se sont dit, ouais, maintenant, on va pouvoir essayer de représenter un peu, de calculer théoriquement, donc avec des simulations numériques, le spectre, donc le proton, le neutron, la masse qu'ils ont. Tous les mesons, on peut essayer de calculer un peu leur masse, pour voir si en fait les masses qu'on observe correspondent avec les masses justement que la théorie nous dit. Alors voici donc un exemple de spectre. Donc là, c'est juste les mesons. Et donc vous voyez que, donc, suivant certains nombres quantiques, donc, vous voyez qu'il y a un spectre assez varié. Et on peut mettre ça en parallèle, en fait, avec les maisons qu'on va observer. Donc là, ici, j'ai collecté juste les maisons qui sont bien établies, qu'on connaît bien. Et ils sont classés, en fait, d'après le modèle en quark. Hein, alors c'est un peu facile de faire un peu l'analogie. Donc le pion, ben voilà, 0 moins plus, ben il est là. Donc le rho, il est là, 1 moins moins, etc., etc. Mais on se rend compte en fait qu'il manque de maisons. Donc par exemple celui-ci, là ici, il n'y a aucune, pour l'instant, aucune confirmation expérimentale que ce maison existe, et pourtant il est là, quoi. Donc on pourrait se dire, tiens, peut-être qu'en fait, si on le cherchait, peut-être qu'on trouverait un peu ce maison là. Là, ici, un autre exemple. Donc là, ici, on a les ondes quantiques, donc une onde 3, puis là, la parité plus, c'est conjuguée onde charge moins, qui est ici, en fait. Donc là aussi, pareil, quoi. Et en plus, donc ce résultat qui est théorique, des résultats des simulations numériques, donc, colle très bien avec le modèle en quark, mais en plus, il y a des états avec une étoile, là, qui sont des étoiles qui ne correspondent pas du tout à ce schéma-là, quoi. Donc, on arrive à un moment où, vous vous rendez bien compte, on a donc la théorie qui avait été expliquée justement, qui a été développée à partir de ce modèle en quark. Et puis là, en fait, les équations, quand on regarde les spectres de masse, il y a des choses en plus, en fait. Hein, donc, typiquement, on va appeler ce chose-là, on va appeler par exemple un exotique. Donc, tout ce qui est au-delà du modèle en quark, on va appeler ça exotique. Alors, j'ai noté les nombres quantiques, parce qu'en fait, quand on prend juste une paire, on prend un quark, un antiquark, et qu'on regarde un peu le nombre quantique qu'on peut faire en mettant un peu comme ça une paire quark-antiquark, ben on a tous les nombres, en fait on a les nombres en bleu. Et donc on se rend compte qu'il y en a d'autres. Et ces nombres, en fait, on se dit, la théorie nous dit qu'on pourrait peut-être éventuellement observer des résonances comme ça, qui ont ces nombres quantiques-là. Alors pour l'instant, en fait, on n'a pas eu de confirmation, on a des doutes, hein, mais on n'a pas encore eu de confirmation que ça existait vraiment. Donc là, ici, c'est ce qu'on appelle un maison hybride. Donc on va avoir une manifestation justement du tube de flux un peu, qui va se manifester par des nombres quantiques propres. Et en fait, en plus de ça, on a toute une série de familles un peu de particules comme ça, qui ne collent pas du tout avec le modèle en quark. Donc on va avoir des états en fait où il n'y a pas de quark, pas du tout, il n'y a que du tube de flux. Ou alors, on va pouvoir faire des états, en fait, à 4 quarks, ou à 5 quarks, ou à un nombre de quarks. Alors, ces états, en fait, ils sont un peu prédits par la théorie, mais pour l'instant, on n'a aucune preuve expérimentale. Alors, c'est toujours le même truc. Donc, on se dit, bon, la théorie, quand même, a fait ses preuves,
a été développé. Donc là, on se dit, est-ce qu'ils sont là ou pas, hein? S'ils sont là, ben, on aimerait bien les voir. Et s'ils sont pas là, on aimerait bien savoir pourquoi. Parce que donc... Hein, alors, donc voilà. Donc ici, pour résumer, donc ici, en fait, on a une théorie, en fait, qui a prédit énormément de choses. Et puis, à côté de ça, en fait, elle prédit aussi d'autres choses que nous, à l'époque, enfin maintenant, on essaye de trouver ça. Alors, par exemple, on a, donc ici, j'ai mis le Jefferson Lab, donc, où j'ai mes collègues qui travaillent, où justement, ils ont arrêté la machine pendant 2 ans pour justement augmenter l'énergie du faisceau, pour trouver justement ces excitations gluoniques. Donc l'expérience s'appelle GlueX, Gluonic Excitation. Il y a aussi l'expérience au CERN Compass, qui font ça. Alors on a différents types de réactions pour essayer de produire un peu les mesons. Donc si l'énergie est faible, ben on a ce qu'on appelle ici la production directe. Si l'énergie est très grande, ben le faisceau n'a pas le temps d'être absorbé par la cible et donc va se fragmenter, va produire des mesons. Puis on a 2 autres types ici d'expériences. Alors je vais juste en commenter une brièvement. Donc on va prendre un meson lourd qui va se désintégrer. Donc on va regarder dans l'état final un peu. On va regarder par exemple cet état final avec un pion, un caron et un psi. Alors on va regarder chaque événement qu'on note. On va repérer ça par l'énergie en fait, de chaque paire, donc l'énergie de cette paire, l'énergie de l'autre paire, et ça va représenter un point sur un diagramme, qu'on appelle le diagramme de Dalitz. Et alors quand il y a une résonance, c'est une bande horizontale ou verticale qui va apparaître. Donc ici on a une bande, clairement, on a une maison qu'on connaît bien. Et en fait les gens ici il n'y a pas longtemps, ils se disent « Ouais mais là il me semble qu'il y a quelque chose, il y a un trop plein d'événements ici ». Alors bon, c'était pas très convaincant parce qu'il faut quand même le voir, hein, leur trop plein d'événements. Mais ici récemment, donc il y a au LHC, donc il y a LHCb, qui a refait un peu cette expérience et s'est dit tiens en effet là maintenant on a 10 fois plus de données, là maintenant il y a 25 000 événements, ça commence à ressembler à quelque chose. Là on a bien toujours ce maison-ci, on a une maison ici, et alors là en effet il y a quelque chose, quoi. Donc là on dirait qu'il y a quelque chose, donc par exemple là ce plot-ci en fait on va projeter sur cet axe-là un peu les données. Donc vous voyez que là ici on a cette structure-ci qui apparaît, avec ici, donc ici, on a un excès d'événements. Et alors les gens se disent, bon, on a un pic. Alors comme je l'ai dit, avant, à l'époque, un pic, ça correspondait à une résonance. Ici, maintenant, des fois, les gens, ils sont un peu trop rapides et ils se disent, oui, mais on a un pic, donc résonance. En fait, c'est pas toujours le cas. Donc ici, le statut pour l'instant, c'est bon, ok, il y a quelque chose, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Donc peut-être qu'en fait, c'est un autre effet qui n'est pas produit par une résonance, donc on ne sait pas. Donc il faudrait plus de données, plus d'analyse théorique. Donc là, juste en vitesse, là, parce que j'ai plus beaucoup de temps. Donc ça c'est en jaune, c'est ceux qui étaient prédits par le modèle en quark et qui ont été observés. Donc ceux en gris, c'est ceux qui n'ont pas encore été observés, et en rouge, c'est ceux qui ne sont pas du tout prédits par le modèle en quark et qu'on aurait observé. Mais comme je dis, il faut rester un peu prudent. Alors, j'ai encore 2 minutes. Ouais. Alors, je vais juste essayer d'expliquer, je terminerai par ça un peu, pourquoi une résonance c'est un pôle. Alors, vous imaginez un peu, vous produisez des particules par l'échange d'un photon. Alors, le potentiel d'un photon, vous savez bien ce que c'est en 1 sur R. Alors, en général, on ne fait pas en fonction de la distance, en fonction de l'énergie, quoi, puisqu'on tune un peu l'énergie. Donc, quand vous faites le transformement Fourier, ben, vous avez du 1 sur Q carré, quoi, évidemment. Donc, vous voyez que l'échange d'un photon, c'est ça ici, quoi. Vous voyez qu'on a bien du 1 sur Q carré ici. Et puis quand on a une résonance qui est produite, ben on a cette chose-là qui arrive. Alors pourquoi? Quand la résonance a une masse, ben évidemment c'est plus dur de produire cette résonance, donc elle va se propager moins vite. Donc il y a cette exponentielle en fait de la masse qui apparaît. Et donc en énergie, ben, on a un pôle. Hein, en fait là le pôle, strictement parlant, il n'est pas sur l'axe réel, donc c'est pas un nombre réel, donc il y a une partie imaginaire. Donc vous voyez très bien en fait qu'on reproduit très bien, donc il y a des formules super simples, vous voyez qu'on a un pôle. Alors, les gens se sont toujours dit, ah mais si on voit une structure comme ça, ben, c'est une résonance. Alors, en fait, pas toujours, quoi. Mais, ouais, ça je vais... en gros, je vais terminer par là. En fait, nous, notre travail, en fait, c'est vraiment de trouver un peu les pôles, donc les résonances, des amplitudes. Alors, on a des événements, on a donc des observations qui sont en fait générées par
une amplitude qui va être typiquement donc, une densité de probabilité. Donc quand vous avez une densité de probabilité, vous pouvez simuler et obtenir des événements. Nous, on a l'inverse. On a des événements et on essaie de reconstruire un peu la densité de probabilité qu'a généré ces événements observés dans les expériences. Alors, typiquement, toutes nos variables en fait, sont des nombres complexes. Mais évidemment, quand vous faites des expériences, l'expérience est toujours un nombre réel, positif. Donc c'est pour ça que j'ai mis en bleu ici. En bleu, ce sont tous les points qu'on a, tous les points de données qu'on a. Alors, nous, on essaie de trouver un peu les résonances qui apparaissent, qui sont un peu des pôles dans le plan complexe. Alors, comment on fait pour connaître un peu l'amplitude partout, alors qu'on a des données que ici? Eh bien, ça, en fait, ça vous l'avez sûrement vu, c'est parce qu'en fait, il y a un théorème fondamental d'analyse complexe. C'est qu'ici, en fait, là où on a des données, justement, là, sur l'axe bleu, en fait, on sait qu'il y a une coupure. Et c'est la seule coupure qu'il y a sur le plan bleu clair. Et en fait, vous savez que, justement, par le théorème d'analyse complexe, si vous connaissez une fonction dans le voisinage de ces singularités, vous la connaissez partout. Et bien justement, la seule singularité est là où on a les données. Donc, on va, à partir des données, on va essayer de reconstruire l'amplitude, justement, sur l'axe réel, et à partir de ça, on va pouvoir la continuer analytiquement partout, et chercher justement où il y a des pôles. Alors ça, c'est le principe qu'il faut faire en général. Comme je disais, on se rend compte que quand les pôles sont très proches de l'axe, ben ça produit des pics. Hein. Donc les gens, parfois, ont toujours tendance à un peu faire le raccourci, dire « Ah, je vois un pic, hop, donc pôle ». En fait, maintenant, à l'heure actuelle, comme on essaie de chercher justement des choses qui sont très difficiles à observer, eh ben, on peut plus se permettre ce raccourci-là. Parce qu'en fait, les pôles qu'on cherche, justement, ils sont un peu plus loin, ils sont faiblement couplés. Donc il faut refaire un peu tout ce travail. Et donc c'est un peu ça qu'on fait, mais donc... je n'ai pas le temps d'en parler en détail, alors j'ai juste terminé par... ouais, voilà. Donc pour dire un peu, bon, pour rappeler, donc il y a des expériences un peu partout, hein, donc ça ce sont les expériences, et les groupes en vert sont des groupes de théoriciens comme moi qui font justement les modèles pour essayer de comprendre un peu ces données, et à la fin essayer d'extraire un peu ces résonances. Voilà, je vous remercie pour votre attention.